Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, extrait choisi des Mémoires, partie 2. La mort de monsieur, frère du roi. Lui ni madame n'avaient pas mal au bout des doigts que le roi n'y alla dans l'instant, et souvent pour peu que le mal durât. Il y avait 6 semaines que madame avait la fièvre double tierce, à laquelle elle ne pouvait rien faire parce qu'elle se traitait à sa mode allemande et ne faisait pas cas des remèdes ni des médecins. Le roi qui, outre l'affaire de monsieur le duc de Chartres, était secrètement outré contre elle, comme on le verra bientôt, n'avait point été la voir, quoique monsieur l'en eût pressé dans ces tours légers qu'il faisait sans coucher. Cela a été pris par monsieur qui ignorait le fait particulier de madame au roi pour une marque publique d'une inconsidération extrême, et comme il était glorieux et sensible, il en était piqué au dernier point. D'autres peines d'esprit le tourmentaient encore. Il avait depuis quelque temps un confesseur qui, bien que jésuite, le tenait de plus court qu'il pouvait. C'était un gentilhomme de Bonlieu et de Bretagne qui s'appelait le père de Trévoux. Il lui retrancha non seulement d'étranges plaisirs, mais beaucoup de ceux qu'il se croyait permis pour pénitence de sa vie passée. Il lui représentait fort souvent qu'il ne se voulait pas damner pour lui, et que si sa conduite lui paraissait trop dure, il n'aurait nul déplaisir de lui voir prendre un autre confesseur. À cela, il ajoutait qu'il prit bien garde à lui, qu'il était vieux, usé de débauche, gras, court de col, et que, selon toute apparence, il mourrait d'apoplexie, et bientôt. C'étaient là d'épouvantables paroles pour un prince le plus voluptueux et le plus attaché à la vie qu'on eût vu de longtemps, et qu'il avait toujours passé dans la plus molle oisiveté, et qui était le plus incapable par nature d'aucune application, d'aucune lecture sérieuse, ni de rentrer en lui-même. Il craignait le diable, il se souvenait que son précédent confesseur n'avait pas voulu mourir dans cet emploi, et qu'avant sa mort, il lui avait tenu les mêmes discours. L'impression qu'ils lui firent le forcèrent de rentrer un peu en lui-même et de vivre d'une manière qui, depuis quelque temps, pouvait passer pour serrée à son égard. Il faisait à reprises beaucoup de prières, obéissait à son confesseur, lui rendait compte de la conduite qu'il lui avait prescrite sur son jeu, sur ses autres dépenses et sur bien d'autres choses, souffrait avec patience ses fréquents entretiens, et il y réfléchissait beaucoup. Il en devint triste, abattu, et parla moins qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire encore comme 3 ou 4 femmes, en sorte que tout le monde s'aperçut bientôt de ce grand changement. C'en était bien à la fois que ses peines intérieures et les extérieures du côté du roi pour un homme aussi faible que monsieur et aussi nouveau à se contraindre, à être fâché et à le soutenir. Il était difficile que cela ne fît bientôt une grande révolution dans un corps aussi plein et aussi grand mangeur, non seulement à ses repas, mais presque toute la journée. Le mercredi 8 juin, monsieur vint de Saint-Cloud dîner avec le roi à Marly et à son ordinaire entra dans son cabinet lorsque le Conseil d'État en sortit. Il trouva le roi chagrin de ceux que monsieur de Chartres donnait exprès à sa fille, ne pouvant se prendre à lui directement. Il était amoureux de mademoiselle de Séry, fille d'honneur de madame, et menait cela tambour battant. Le roi prit son thème là-dessus et fit sèchement des reproches à monsieur de la conduite de son fils. Monsieur, qui, dans la disposition où il était, n'avait pas besoin de ce début pour se fâcher, répondit avec aigreur que les pères qui avaient mené de certaines vies avaient peu de grâce et d'autorité à reprendre leurs enfants. Le roi, qui sentit le poids de la réponse, se rabattit sur la patience de sa fille, et qu'au moins devrait-on éloigner de tels objets de ses yeux. Monsieur, dont la gourmette était rompue, le fit souvenir d'une manière piquante des façons qu'il avait eues pour la reine avec ses maîtresses jusqu'à leur faire des voyages dans son carrosse avec elle. Le roi, outré, renchérit, de sorte qu'ils se mirent tous deux à se parler à pleine tête. À Marly, les 4 grands appartements en bas étaient pareils et seulement de 3 pièces. La chambre du roi tenait au petit salon et était pleine de courtisans à ces heures-là pour voir passer le roi s'allant mettre à table. Et par de ces usages propres aux différents lieux, sans qu'on en puisse dire la cause, la porte du cabinet, qui partout ailleurs était toujours fermée, demeurait en tout temps ouverte à Marly, hors le temps du conseil, et il n'y avait dessus qu'une portière tirée que l'huissier ne faisait que lever pour y laisser entrer. À ce bruit, il entra et dit au roi qu'on l'entendait distinctement de sa chambre, et monsieur aussi, puis ressortit. L'autre cabinet du roi, joignant le premier, ne se fermait ni de porte ni de portière. Il sortait dans l'autre petit salon et il était retranché dans sa largeur pour la chaise percée du roi.
Les valets intérieurs se tenaient toujours dans le second cabinet, qui avaient entendu d'un bout à l'autre tout le dialogue que je viens de rapporter. L'avis de l'huissier fit baisser le ton, mais n'arrêta pas le reproche, tellement que monsieur, hors de ses gonds, dit au roi qu'en mariant son fils, il lui avait promis monts et merveilles, que cependant, il n'en avait pu arracher encore un gouvernement, qu'il avait passionnément désiré de faire servir son fils pour l'éloigner de ses amourettes, et que son fils l'avait aussi fort souhaité, comme il le savait de reste, et lui en avait demandé la grâce avec instance, que, puisqu'il ne le voulait pas, il ne s'entêtait point à l'empêcher de s'amuser pour se consoler. Il ajouta qu'il ne voilait que trop la vérité de ce qu'on lui avait prédit, qu'il n'aurait que le déshonneur et la honte de ce mariage, sans en tirer jamais aucun profit. Le roi, de plus en plus outré de colère, lui repartit que la guerre l'obligerait bientôt à faire plusieurs retranchements, et que, puisqu'il se montrait si peu complaisant à ses volontés, il commencerait par ceux de ses pensions, avant que retranché sur soi-même. Là-dessus, le roi fut averti que sa viande était portée. Ils sortirent un moment après pour se venir mettre à table, monsieur d'un rouge enflammé, avec les yeux étincelants de colère. Son visage ainsi allumé fit dire à quelqu'une des dames qui étaient à table et à quelques courtisans derrière, pour chercher à parler, que monsieur, à le voir, avait grand besoin d'être saigné. On le disait de même à Saint-Cloud, il y avait quelque temps, il en crevait de besoin, il l'avouait lui-même. Le roi l'en avait même pressé plus d'une fois, malgré leur pique. Tancrède, de son premier chirurgien, était vieux, saignait mal et l'avait manqué. Il ne voulait pas se faire saigner par lui, et pour ne lui point faire de peine, il eut la bonté de ne vouloir pas être saigné par un autre et d'en mourir. À ses propos de saigner, le roi lui en parla encore, et ajouta qu'il ne savait à quoi il tenait, qu'il ne le menât dans sa chambre, et qu'il ne le fît saigner tout à l'heure. Le dîner se passa à l'ordinaire, et monsieur y mangea extrêmement, comme il faisait à tous ses deux repas, sans parler du chocolat abondant du matin, et de tout ce qu'il avalait de fruits, de pâtisseries, de confitures, et de toutes sortes de friandises toute la journée, dont les tables de ses cabinets et de ses poches étaient toujours remplies. Au sortir de table, le roi seul, monseigneur avec madame la princesse de Conti, monsieur le duc de Bourgogne seul, madame la duchesse de Bourgogne avec beaucoup de dames, allèrent séparément à Saint-Germain voir le roi et la reine d'Angleterre. Monsieur, qui avait amené madame la duchesse de Chartres de Saint-Cloud dîner avec le roi, l'amena aussi à Saint-Germain, d'où il partit pour retourner à Saint-Cloud avec elle lorsque le roi arriva à Saint-Germain. Le roi, après le souper, comme le roi était encore dans son cabinet avec monseigneur et les princesses, comme à Versailles, Saint-Pierre arriva de Saint-Cloud, qui demanda à parler au roi de la part de monsieur le duc de Chartres. On le fit entrer dans le cabinet, où il dit au roi que monsieur avait eu une grande faiblesse en soupant, qu'il avait été saigné, qu'il était mieux, mais qu'on lui avait donné de l'émétique. Le fait était qu'il soupa à son ordinaire avec les dames qui étaient à Saint-Cloud. Vers l'entremets, comme il versait d'un vin de liqueur à madame de Bouillon, on s'aperçut qu'il balbutiait et qu'il montrait quelque chose de la main. Comme il lui arrivait quelquefois de leur parler espagnol, quelques dames lui demandèrent ce qu'il disait, d'autres s'écrièrent, tout cela en un instant, et il tomba en apoplexie sur monsieur le duc de Chartres qui le retint. On l'emporta dans le fond de son appartement, on le secoua, on le promena, on le saigna beaucoup, on lui donna force émétique sans en tirer presque aucun signe de vie. À cette nouvelle, le roi, qui pour de rien accourait chez monsieur, passa chez madame de Maintenon, qu'il fit éveiller. Il fut un quart d'heure avec elle, puis sur le minuit, rentrant chez lui, il commanda ses carrosses tout près et ordonna au marquis de Gesvres d'aller à Saint-Cloud, et si monsieur était plus mal, de venir l'éveiller pour y aller, et se coucha. Outre la situation en laquelle ils se trouvaient ensemble, je pense que le roi soupçonna quelque artifice pour sortir de ce qui s'était passé entre eux, qu'il alla en consulter madame de Maintenon, et qu'il aima mieux manquer à toute bienséance que d'hasarder d'en être dupe. Madame de Maintenon n'aimait pas monsieur. Elle le craignait, il lui rendait peu de devoirs, et avec toute sa timidité et sa plus que déférence, il lui était échappé des traits sur elle plus d'une fois avec le roi, qui marquait son mépris et la honte qu'il avait de l'opinion publique. Elle n'était donc pas pressée de porter le roi à lui rendre, et moins encore à lui, conseiller de voyager la nuit, de ne point se coucher et d'être témoin d'un aussi triste spectacle et si propre à toucher et à faire rentrer en soi-même, et qu'elle espéra que si la chose allait vite, le roi se l'épargnerait ainsi. Un moment après que le roi fut au lit, arriva un page de monsieur. Il dit au roi que monsieur était mieux, et qu'il venait demander à monsieur le prince de Conti de l'eau de Chafouse, qui était excellente pour les apoplexies.
1 heure et demie après que le roi fut couché, Longeville arriva de la part de monsieur le duc de Chartres qui éveilla le roi et qui lui dit que l'émétique ne faisait aucun effet et que monsieur était fort mal. Le roi se leva, partit et trouva le marquis de Gesvres en chemin qu'il allait avertir. Il l'arrêta et lui dit les mêmes nouvelles. On peut juger quelle rumeur et quel désordre cette nuit à Marly et quelle horreur à Saint-Cloud, ce palais des délices. Tout ce qui était à Marly courut comme il put à Saint-Cloud, on s'embarquait avec les plus tôt prêts, et chacun, homme, femme, se jetait et s'entassait dans les carrosses sans choix et sans façon. Monseigneur alla avec madame la duchesse. Il fut si frappé par rapport à l'état duquel il ne faisait que sortir, que ce fut tout ce que put faire un écuyer de madame la duchesse qui se trouva là, de le traîner et de le porter presque, et tout tremblant dans le carrosse. Le roi arriva à Saint-Cloud avant 3 heures du matin. Monsieur n'avait pas eu un moment de connaissance depuis qu'il s'était trouvé mal. Il n'en eut qu'un rayon d'un instant, tandis que sur le matin, le père du Trévoux était allé dire la messe, et ce rayon même ne revint plus. Les spectacles les plus horribles ont souvent des instants de contraste ridicule. Le père de Trévoux revint et criait à monsieur « Monsieur, ne connaissez-vous point votre confesseur? Ne connaissez-vous pas le bon petit père du Trévoux qui vous parle ?» et qui fit rire assez indécemment les moins affligés. Le roi le parut beaucoup. Naturellement, il pleurait aisément, il était donc tout en larmes. Il n'avait jamais eu lieu que d'aimer monsieur tendrement, quoique mal ensemble depuis 2 mois, ces tristes moments rappellent toute la tendresse. Peut-être se reprochait-il d'avoir précipité sa mort par la scène du matin. Enfin, il était son cadet de 2 ans, et c'était toute sa vie aussi bien porté que lui, et mieux. Le roi entendit la messe à Saint-Cloud, et sur les 8 heures du matin, monsieur étant sans aucune espérance, madame de Maintenon et madame la duchesse de Bourgogne l'engagèrent de ne pas y demeurer davantage, et revinrent avec lui dans son carrosse. Comme il allait partir et qu'il faisait quelques amitiés à monsieur de Chartres en pleurant fort tous deux, ce jeune prince sut profiter du moment. « Eh, sire, que deviendrais-je » lui dit-il en lui embrassant les cuisses. « Je perds monsieur, et je sais que vous ne m'aimez point. » Le roi, surpris et fort touché, l'embrassa et lui dit tout ce qu'il put de tendre. En arrivant à Marly, il entra avec madame la duchesse de Bourgogne chez madame de Maintenon. 3 heures après, monsieur Fagon, à qui le roi avait ordonné de ne point quitter monsieur, qu'il ne fût mort ou mieux, ce qui ne pouvait arriver que par miracle, lui dit dès qu'il l'aperçut « Eh bien, monsieur Fagon, mon frère est mort ?»« Oui, sire, répondit-il, nul remède n'a pu agir. » Le roi pleura beaucoup. On le pressa de manger un morceau chez madame de Maintenon, mais il voulut dîner à l'ordinaire avec les dames, et les larmes lui coulèrent souvent pendant le repas qui fut court, après lequel il se renferma chez madame de Maintenon jusqu'à 7 heures, qu'il alla faire un tour dans ses jardins. Il travailla avec Chamillard, puis avec Pontchartrain, pour le cérémonial de la mort de monsieur, et donna là-dessus des ordres à Desgranges, maître des cérémonies, Dreux, grand maître, étant à l'armée d'Italie. Il soupa 1 heure plus tôt qu'à l'ordinaire et se coucha fort tôt après. Il avait eu sur les 5 heures la visite du roi et de la reine d'Angleterre, qui ne dura qu'un moment. Au départ du roi, la foule s'écoula de Saint-Cloud peu à peu, de sorte que monsieur, mourant, jeté sur un lit de repos dans son cabinet, demeura exposé aux marmitons et aux bas-officiers, qui la plupart par affection ou par intérêt étaient fort affligés. Les premiers officiers et autres qui perdaient charges et pensions faisaient retentir l'air de leurs cris, tandis que toutes ces femmes qui étaient à Saint-Cloud et qui perdaient leur considération et tout leur amusement couraient çà et là, criant et chevelées comme des bacchantes. La duchesse de La Ferté, de la seconde fille de ce qu'on a vu plus haut dans l'étrange mariage, entra dans ce cabinet où, considérant attentivement ce pauvre prince qui palpitait encore, « Pardi » s'écria-t-elle dans la profondeur de ses réflexions, « voilà une fille bien mariée. » « Voilà qui est bien important aujourd'hui, lui répondit Châtillon, qui perdait tout lui-même, que votre fille soit bien ou mal mariée. Madame était cependant dans son cabinet, qui n'avait jamais eu ni grande affection ni grande estime pour monsieur, mais qui sentait sa perte et sa chute, et qui s'écriait dans sa douleur de toute sa force « Point de couvent, qu'on ne me parle point de couvent, je ne veux point de couvent. » La bonne princesse n'avait pas perdu le jugement. Elle savait que par son contrat de mariage, elle devait opter, devenant veuve, un couvent ou l'habitation du château de Montargis, soit qu'elle crût sortir plus aisément l'un de l'autre, soit que, sentant combien elle avait à craindre du roi, quoiqu'elle ne sût pas encore tout, et qu'il lui eût fait les amitiés ordinaires en pareille occasion, elle eut encore plus peur du couvent. Monsieur étant expiré,
elle monta en carrosse avec ses dames et s'en alla à Versailles, suivie de monsieur et madame la duchesse de Chartres et de toutes les personnes qui étaient avec eux. Le lendemain matin, vendredi, monsieur le duc de Chartres vint chez le roi qui était encore au lit et qui lui parla avec beaucoup d'amitié. Il lui dit qu'il fallait désormais qu'il le regardât comme son père, qu'il aurait soin de sa grandeur et de ses intérêts, qu'il oubliait tous les petits sujets de chagrin qu'il avait eus contre lui, qu'il espérait que de son côté il les oublierait aussi, qu'il le priait que les avances d'amitié qu'il lui faisait servissent à l'attacher plus à lui et à lui redonner son cœur comme il lui redonnait le sien. On peut juger si M. de Chartres sut bien répondre. Après un si affreux spectacle, tant de larmes et tant de tendresse, personne ne douta que les 3 jours qui restaient du voyage de Marly ne fussent extrêmement tristes, lorsque, ce même lendemain de la mort de monsieur, les dames du palais, entrant chez madame de Maintenon, où était le roi avec elle, et madame la duchesse de Bourgogne, sur le midi, elles l'entendirent, de la pièce où elle se tenait, joignant la sienne, chantant des prologues d'opéra. Un peu après, le roi, voyant madame la duchesse de Bourgogne fort triste en un coin de la chambre, demanda avec surprise à madame de Maintenon ce qu'elle avait pour être si mélancolique, et se mit à la réveiller, puis à jouer avec elle à quelques dames du palais qu'ils firent entrer pour les amuser tous deux. Ce ne fut pas tout que ce particulier. Au sortir du dîner ordinaire, c'est-à-dire un peu après 2 heures, et 26 heures après la mort de monsieur le duc de Bourgogne demanda au duc de Brelan s'il voulait jouer au brelan. « Au brelan » s'exclia Montfort dans un étonnement extrême. « Vous n'y songez pas, monsieur est encore tout chaud. »« Pardonnez-moi, répondit le prince, j'y songe fort bien, mais le roi ne veut pas qu'on s'ennuie à Marly, et il m'a ordonné de faire jouer tout le monde, et de peur que personne ne l'osât faire le premier, d'en donner, moi, l'exemple. De sorte qu'ils se mirent à faire un brelan, et que le salon fut bientôt rempli des tables de jeu. Telle fut l'affliction du roi, telle celle de madame de Maintenon. Elle sentait la perte de monsieur comme une délivrance, elle avait peine à retenir sa joie. Elle en eut bien davantage à paraître affligée. Elle voyait déjà le roi tout consolé. Rien ne lui seyait mieux que de chercher à le dissiper, et ne lui était plus commode que de hâter la vie ordinaire pour qu'il ne fût plus question de monsieur ni d'affliction. Pour les bienséances, elle ne s'en peina point. La chose toutefois ne laissa pas d'être scandaleuse. Et tout bas, d'être fort trouvé tel, monseigneur semblait aimer monsieur, qui lui donnait des bals et des amusements avec toutes sortes d'attentions et de complaisances. Dès le lendemain de sa mort, il alla à Cours-le-Loup, et au retour trouva le salon plein de joueurs, tellement qu'il ne se contraignit pas plus que les autres. Monsieur le duc de Bourgogne et monsieur le duc de Berry ne voyaient monsieur qu'en représentation et ne pouvaient être fort sensibles à sa perte. Madame la duchesse de Bourgogne le fut extrêmement. C'était son grand-père, elle aimait tendrement madame sa mère, qui aimait fort monsieur, et monsieur marquait toutes sortes de soins d'amitié et d'attention à madame la duchesse de Bourgogne, et l'amusait de toutes sortes de divertissements. Quoiqu'elle n'aimât pas grand-chose, elle aimait monsieur, et elle souffrit fort de contraindre sa douleur, qui dura assez longtemps dans son particulier. On a vu ci-dessous en 2 mots quelle fut la douleur de madame. Pour M. de Chartres, la sienne fut extrême. Le père et le fils s'aimaient tendrement. Monsieur était doux, le meilleur homme du monde, qui n'avait jamais contraint ni retenu monsieur son fils. Avec le cœur, l'esprit était aussi fort touché. Outre la grande parure, dont lui était un père frère du roi, il lui était une barrière derrière laquelle il se mettait à couvert du roi, sous la coupe duquel il retombait en plein. Sa grandeur, sa considération, l'aisance de sa maison et de sa vie en allaient dépendre 100 000 lieues. L'assiduité, les bienséances, une certaine règle, et piquet cela pour lui une conduite toute différente avec madame sa femme, allaient devenir la mesure de tout ce qu'il pouvait attendre du roi. Madame la duchesse de Chartres, quoique bien traitée de monsieur, fut ravie d'être délivrée d'une barrière entre le roi et elle, qui laissait à monsieur son mari toute liberté d'en user avec elle comme il lui plaisait, et des devoirs qu'il attirait plus souvent qu'elle ne voulait de la cour, pour suivre monsieur à Paris ou à Saint-Cloud, où elle se trouvait tout empruntée comme en pays inconnu, avec tout visage qu'elle ne voyait jamais que là, qui étaient tous, pour la plupart, forts sur le pied gauche avec elle, et sous les mépris et les humeurs de madame, qui ne les lui épargnaient pas. Elle compta donc ne plus quitter la cour, n'avoir plus affaire à la cour de monsieur, et que madame et monsieur le duc de Chartres seraient obligés à l'avenir d'avoir pour elle des manières et des égards qu'elle n'avait pas encore éprouvés. Le gros de la cour perdit en monsieur. C'était lui qui y jetait les amusements, l'âme, les plaisirs, et quand il la quittait, tout y semblait sans vie et sans action.
À son entêtement prêt pour les princes, il aimait l'ordre des rangs, des préférences, des distinctions. Il les faisait garder tant qu'il pouvait, et il en donnait l'exemple. Il aimait le grand monde, il avait une affabilité et une honnêteté qui lui en attiraient en foule, et la différence qu'il savait faire, et qu'il ne manquait jamais de faire, des gens suivant ce qu'ils étaient, y contribuait beaucoup. À sa réception, à son attention plus ou moins grande ou négligée, à ses propos, il faisait continuellement toute la différence qui flattait de la naissance et de la dignité, de l'âge et du mérite et de l'état des gens. Et cela avec une dignité naturellement en lui et une facilité de tous les moments qu'il s'était formé. Sa familiarité obligeait, et il se conservait sa grandeur naturelle sans repousser, mais aussi sans tenter les étourdis d'en abuser. Il visitait et envoyait où il devait faire, et il donnait chez lui une entière liberté, sans que le respect et le plus grand air de cour en souffrît aucune diminution. Il avait appris et bien retenu de la reine sa mère l'art de la tenir. Aussi la voulait-il pleine, et y réussissait par ce maintien. La foule était toujours au palais royal. À Saint-Cloud, où toute sa nombreuse maison se rassemblait, il avait beaucoup de dames qui, à la vérité, n'auraient guère été reçues ailleurs, mais beaucoup de celles-là du haut parage et force joueurs. Les plaisirs de toutes sortes de jeux, de la beauté singulière du lieu, que 1000 calèches rendaient aisées aux plus paresseuses pour les promenades, des musiques, de la bonne chère, en faisaient une maison de délices avec beaucoup de grandeur et de magnificence. Et tout cela sans aucun secours de madame, qui dînait et soupait avec les dames, et monsieur se promenait quelquefois en calèche avec quelques-unes, boudait souvent la compagnie, s'en faisait craindre par son humeur dure et farouche, et quelquefois par ses propos, et passait toute la journée dans un cabinet qu'elle s'était choisi, où les fenêtres étaient à peine de 10 pieds de terre, à considérer les portraits des palatins et d'autres princes allemands dont elle l'avait tapissé, et à y écrire des volumes de lettres tous les jours de sa vie et de sa main, dont elle faisait elle-même les copies qu'elle gardait. Monsieur n'avait pu la ployer à une vue plus humaine et la laissait faire, et vivait honnêtement avec elle sans se soucier de sa personne, avec qui il n'était presque point en particulier. Il recevait à Saint-Cloud beaucoup de gens qui, de Paris et de Versailles, lui allaient faire leur cour les après-dîners. Princes de sang, grands seigneurs, ministres, hommes et femmes n'y manquaient point de temps en temps. Encore ne fallait-il pas que ce fût en passant, c'est-à-dire en allant de Paris à Versailles ou de Versailles à Paris. Il le demandait presque toujours et montrait si bien qu'il ne comptait pas ses visites en passant que peu de gens l'avouaient. Du reste, monsieur, qui avait beaucoup de valeur, avait gagné la bataille de Cassel, et qui en avait toujours montré une fort naturelle en tous les sièges où il s'était trouvé, n'avait d'ailleurs que les mauvaises qualités des femmes. Avec plus de monde que d'esprit et nulle lecture, quoique avec une connaissance étendue et juste des maisons, des naissances et des alliances, il n'était capable de rien. Personne de si mou de corps et d'esprit, de plus faible, de plus timide, de plus tompé, de plus gouverné, ni de plus méprisé par ses favoris, et très souvent de plus malmené par eux. Tracassier et incapable de garder aucun secret, soupçonneux, défiant, semant des noises dans sa cour pour brouiller, pour savoir, aussi souvent pour s'amuser, et redisant des uns aux autres. Avec autant de défauts destitués de toute vertu, un goût abominable que ses dons et les fortunes qu'il fit à ceux qu'il avait pris en fantaisie avaient rendu public avec le plus grand scandale, et qui n'avaient point de borne pour le nombre ni pour le temps. Ceux-là avaient tout de lui, le traitaient souvent avec beaucoup d'insolence, et lui donnaient souvent aussi de fâcheuses occupations pour arrêter les brouilleries de jalouseries horribles. Et tous ces gens-là, ayant leurs partisans, rendaient cette petite cour très orageuse, sans compter les querelles de cette troupe de femmes décidées de la cour de monsieur, la plupart fort méchantes, et presque toutes plus que méchantes, dont monsieur se divertissait et entrait dans toutes ces misères-là. Le chevalier de Lorraine et Châtillon y avait fait une grande fortune par leur figure, dont monsieur s'était entêté plus que de pas un autre. Le dernier, qui n'avait ni pain, ni sens, ni esprit, s'y releva et acquit du bien. L'autre prit la chose en guisard, qui ne rougit de rien pourvu qu'il arrive, et mena monsieur le bâton haut toute sa vie, fut comblé d'argent et de bénéfices, fit pour sa maison ce qu'il voulut, demeura toujours publiquement le maître chez monsieur. Et comme il avait, avec la hauteur des Guises, leur art et leur esprit, il sut se mettre entre le roi et monsieur, et se faire ménager, pour ne pas dire craindre, de l'un et de l'autre, et jouir d'une considération, d'une distinction et d'un crédit, presque aussi marqués de la part du roi que de celle de monsieur.
Aussi fut-il bien touché, moins de sa perte que de celle de cet instrument qu'il avait su si grandement faire valoir pour lui. Outre les bénéfices que monsieur lui avait donnés, l'argent manuel qu'il en tirait tant qu'il voulait, les pots de vin qu'il taxait et qu'il prenait avec autorité sur tous les marchés qui se faisaient chez monsieur, il en avait une pension de 10 000 écus et le plus beau logement du palais royal et de Saint-Cloud. Les logements, il les garda à la prière de monsieur le duc de Chartres, mais il ne voulut pas accepter la continuation de la pension par grandeur, comme par grandeur elle lui fut offerte. Quoiqu'il fût difficile d'être plus timide et plus soumis qu'était monsieur avec le roi, jusqu'à flatter ses ministres et auparavant ses maîtresses, il ne laissait pas de conserver, avec un grand air de respect, l'air de frère et des façons libres et dégagées. En particulier, il se licenciait bien davantage. Il se mettait toujours dans un fauteuil et n'attendait pas que le roi lui dît de s'asseoir. Au cabinet, après le souper du roi, il n'y avait aucun prince assis que lui, non pas même monseigneur. Mais pour le service et pour s'approcher du roi ou le quitter, aucun particulier ne le faisait avec plus de respect, et il mettait naturellement de la grâce et de la dignité en toutes ses actions les plus ordinaires. Il ne laissait pas de faire au roi par-ci par-là des pointes, mais cela ne durait pas, et comme son jeu, Saint-Cloud et ses favoris lui coûtaient beaucoup, avec de l'argent que le roi lui donnait, il n'y paraissait plus. Jamais pourtant il n'a pu se ployer à madame de Maintenon, ni se passer d'en lâcher de temps en temps quelques bagatelles au roi et quelques brocards au monde. Ce n'était pas sa faveur qu'il blessait, mais d'imaginer que la Scarron était devenue sa belle-sœur, cette pensée lui était insupportable. Il était extrêmement glorieux, mais sans hauteur, fort sensible et fort attaché à tout ce qui lui était dû. Les princes de sang avaient fort haussé dans leur manière à l'appui de tout ce qui avait été accordé aux bâtards, mais pas trop monsieur le prince de Conti, qui se contentait de profiter sans entreprendre. Mais monsieur le prince et monsieur le duc, qui de proche en proche évita les occasions de présenter le service à monsieur, ce qui n'était pas difficile, et qui eut la discrétion de se vanter qu'il ne le servirait point. Le monde est plein de gens qui aiment à faire leur cour aux dépens des autres. Monsieur en fut bientôt averti. Il s'en plaignit au roi, fort en colère, qui lui répondit que cela ne valait pas la peine de se fâcher, mais bien celle de trouver occasion de s'en faire servir, et s'il le refusait, de lui faire un affront. Monsieur, assuré du roi, épia l'occasion. Un matin qu'il se levait à Marly, où il logeait dans un des 4 appartements bas, il vit par sa fenêtre monsieur le duc dans le jardin. Il l'ouvre vite et l'appelle. Monsieur le duc vient, monsieur se recule, lui demande où il va, l'oblige, toujours reculant, d'entrer et d'avancer pour lui répondre, et de propos en propos, dont l'un n'attendait pas l'autre, tire sa robe de chambre. À l'instant, le premier valet de chambre présente la chemise à monsieur le duc, à qui le premier gentilhomme de la chambre de monsieur fit signe de le faire. Monsieur, cependant, défaisant la sienne. Et monsieur le duc, pris ainsi au trébuchet, n'osa faire la moindre difficulté de la donner à monsieur. Dès que monsieur l'eut reçu, il se mit à rire et dit « Adieu, mon cousin, allez-vous-en, je ne veux pas vous retarder davantage. » Monsieur le duc sentit toute la malice et s'en alla fort fâché, et le fut après encore davantage par les propos de hauteur que monsieur en tint. C'était un petit homme ventru, monté sur des échasses tant ses souliers étaient hauts, toujours pareil comme une femme, plein de bagues, de bracelets, de pierreries surtout, avec une longue perruque tout étalée en devant, noire et poudrée, et des rubans partout où il en pouvait mettre, plein de toutes sortes de parfums, et toutes ces choses la propreté même. On l'accusait de mettre imperceptiblement du rouge. Le nez fort long, la bouche et les yeux beaux, le visage plein mais fort long. Tous ces portraits lui ressemblent. J'étais piqué à le voir qu'il fit souvenir qu'il était fils de Louis XIII à ceux de ce grand prince duquel, à la valeur près, il était si complètement dissemblable. Le samedi 11 juin, la cour retourna à Versailles où, en arrivant, le roi alla voir madame. Monsieur et madame de Chartres, chacun dans leur appartement. Elle, fort en peine de la situation où elle se trouvait avec le roi, dans une occasion où il y allait du tout pour elle, et avait engagé la duchesse de Ventadour de voir madame de Maintenon. Elle le fit, madame de Maintenon ne s'expliqua qu'en général, et dit seulement qu'elle irait chez madame au sortir de son dîner, et voulut que madame de Ventadour se trouvât chez madame et fût entière pendant sa visite. C'était le dimanche, le lendemain du retour de Marly. Après les premiers compliments, ce qui était la sortie, excepté madame de Ventadour.
Alors madame fit asseoir madame de Maintenon, et il fallait pour cela qu'elle en sentît tout le besoin. Elle entra en matière sur l'indifférence avec laquelle le roi l'avait traitée pendant toute sa maladie, et madame de Maintenon la laissa dire tout ce qu'elle voulut, puis lui répondit que le roi lui avait ordonné de lui dire que leur perte commune effaçait tout dans son cœur, pourvu que dans la suite, il eût lieu d'être plus content d'elle qu'il n'avait eu depuis longtemps, non seulement sur ce qui regardait ce qui s'était passé à l'égard de monsieur le duc de Chartres, mais sur d'autres choses encore plus intéressantes dont il n'avait pas voulu parler et qui étaient la vraie cause de l'indifférence qu'il avait voulu lui témoigner pendant qu'elle avait été malade. À ce mot, madame, qui se croyait bien assurée, se récrie, proteste qu'excepté le fait de son fils, elle n'a jamais rien dit ni fait qui pût déplaire, et enfile des plaintes et des justifications. Comme elle y insistait le plus, madame de Maintenon tire d'une lettre de sa poche et la lui montre en lui demandant si elle en connaissait l'écriture. C'était une lettre de sa main à sa tante la duchesse d'Hanovre, à qui elle écrivait tous les ordinaires, où, après des nouvelles de cour, elle lui disait en propres termes qu'on ne savait plus que dire du commerce du roi et de madame de Maintenon, si c'était mariage ou concubinage, et de là tombait sur les affaires du dehors et sur celles du dedans, et s'étendait sur la misère du royaume, qu'elle disait ne sans pouvoir relever. La poste l'avait ouverte, comme elle les ouvrait, et les ouvre encore presque toutes, et l'avait trouvée trop forte pour se contenter, à l'ordinaire, d'en donner un extrait, et l'avait envoyée au roi en original. On peut penser si, à cet aspect et à cette lecture, madame pensa à mourir sur l'heure. La voilà à pleurer, et madame de Maintenon à lui représenter modestement l'énormité de toutes les parties de cette lettre et en pays étranger. Enfin, madame de Ventadour a verbiagé pour laisser à madame le temps de respirer et de se remettre assez pour dire quelque chose. Sa meilleure excuse fut l'aveu de ce qu'elle ne pouvait nier, des pardons, des repentirs, des prières, des promesses. Quand tout cela fut épuisé, madame de Maintenon la supplia de trouver bon qu'après s'être acquittée de la commission que le roi lui avait donnée, elle pût aussi lui dire un mot d'elle-même et lui faire des plaintes de ce que, après l'honneur qu'elle lui avait fait autrefois de vouloir bien désirer son amitié et de lui jurer la sienne, elle avait entièrement changé depuis plusieurs années. Madame crut avoir Beauchamp, elle répondit qu'elle était d'autant plus aise de cet éclaircissement que c'était à elle de se plaindre du changement de madame de Maintenon, qui tout d'un coup l'avait laissée et abandonnée, et forcée de l'abandonner à la fin aussi, après avoir longtemps essayé de la faire vivre avec elle, comme elles avaient vécu auparavant. À cette seconde reprise, madame de Maintenon se donna le plaisir de la laisser enfiler comme à l'autre les plaintes, et de plus les regrets et les reproches. Après quoi, elle avoua, madame, qu'il était vrai que c'était elle qui, la première, s'était retirée d'elle et qui n'avait osé s'en approcher, que ses raisons étaient telles qu'elle n'avait pu moins que d'avoir cette conduite, et par ce propos fit redoubler les plaintes de madame et son empressement de savoir quelles pouvaient être ses raisons. Alors madame de Maintenon lui dit que c'était un secret, qui jusqu'alors n'était jamais sorti de sa bouche, quoiqu'elle en fût en liberté depuis 10 ans qu'était morte celle qui le lui avait confié sur sa parole de n'en parler à personne. Et de là raconte à madame 1000 choses plus offensantes les unes que les autres qu'elle avait dites d'elle à madame la dauphine lorsqu'elle était mal avec cette dernière, qui dans le raccommodement le lui avait redit de mot à mot. À ce second coup de foudre, madame demeura comme une statue. Il y eut quelques instants de silence. Madame de Ventadour fit son même personnage pour laisser reprendre les esprits à madame, qui ne sut faire que comme l'autre fois, c'est-à-dire qu'elle pleura, cria, et pour fin demanda pardon, avoua, puis repentir et supplication. Madame de Maintenon triompha froidement d'elle assez longtemps, la laissant s'engouer de parler, de pleurer et lui prendre les mains.